La pâte de singe. Chapitre 1. Une visite inattendue. La nuit tombe tôt sur la petite ville. Le vent d'hiver souffle très fort. Les rues sont vides. Il fait très froid. Aux 12 rues du château, la pluie frappe les vitres. On dirait qu'elle veut entrer. Chaque goutte semble une petite aiguille de glace. Dans la maison, tout est différent. Le salon est petit et chaud. Le feu crépite doucement. La lumière est orange. Des ombres bougent sur les murs. Ça sent le bois brûlé et la cire. Madame Blanc a ciré les meubles avec soin. Près du feu, Monsieur Blanc et son fils Henri jouent aux échecs. Le plateau est en bois. Il est vieux et usé. Il a vu beaucoup de parties. Il garde la mémoire des soirées de famille. Madame Blanc est dans son fauteuil. Elle les regarde. Elle ne suit pas le jeu. Elle regarde leur visage. Elle sourit. Son sourire est tendre. Il est aussi un peu nostalgique. Elle pense « Henri est un bon fils ». Henri a les yeux de son père. Il a ses cheveux bruns et épais. Elle pense encore « Nous l'avons attendu très longtemps. J'avais presque 40 ans quand il est né. Beaucoup pensaient que notre maison resterait sans enfant. » Son cœur se serre d'amour. Son regard va vers son mari, Jacques. Ses cheveux grisonnent. Son visage porte les années, mais ses yeux brillent avec Henri. Quand il est avec son fils, il rajeunit. Elle pense encore « Nous ne sommes pas riches, la maison est modeste, mais nous sommes unis. C'est notre plus grande richesse. La pièce est paisible. On entend le feu, on entend le tic-tac de l'horloge. Dehors, la tempête gronde. Le vent rappelle la violence du monde. Soudain, Monsieur Blanc lève la tête. Il écoute. « Écoute la pluie, dit-il. On dirait qu'elle veut tout emporter. » Henri ne quitte pas l'échiquier des yeux. Il déplace un fou. « On ne mettrait pas un chien dehors, dit-il. »« Ton ami Thomas Moreau vient ce soir, n'est-ce pas ?»« Oui, répond le vieil homme. Sa voix a un peu d'inquiétude. Il a promis de venir vers 7 heures, mais avec ce temps... » Sa phrase reste en suspens. Il a hâte de revoir son ami. Il a peur du voyage dans la tempête. À ce moment, Henri se fige. Il tend l'oreille. « Chut !» chuchote-t-il. « J'ai entendu quelque chose. Quelqu'un est à la porte. » Monsieur Blanc fronce les sourcils. Il reste sceptique. « Je n'ai rien entendu. C'est sûrement le vent. La gouttière bouge. » Il se lève lentement. Ses articulations craquent. Il va vers l'entrée sombre. Madame Blanc se lève aussi. Elle est nerveuse. Elle arrange des coussins déjà bien rangés. La porte s'ouvre en grinçant. L'air entre. Il est humide et glacé. Les bougies vacillent. Les braises dansent dans l'âtre. La voix de Monsieur Blanc devient chaude. « Entre, Thomas, entre. Quelle joie de te revoir. Quelle nuit. Donne-moi ton manteau. Il est trempé. Viens au salon. Viens au chaud. » Madame Blanc et Henri sentent le froid arriver. Ils frissonnent. Monsieur Blanc revient avec un grand homme. Le visage du visiteur est buriné. Il est rouge et marqué par le temps. Ses vêtements sont bien coupés. Il semble d'une autre époque. On voit qu'il a beaucoup voyagé. « Voici Thomas Moreau, » dit Monsieur Blanc. « Nous étions inséparables quand nous étions jeunes. Nous travaillions au dock. Puis Thomas est parti chercher fortune aux Indes. Thomas, voici ma femme, Hélène, et notre fils, Henri. »« Enchanté, »
dit Thomas d'une voix grave. Sa poignée de main est ferme et cailleuse. Enchanté, répond madame Blanc avec un sourire. Assieds-toi près du feu, là tu vas te réchauffer. Merci, mon ami, répond Thomas. Il s'assoit lourdement, il paraît épuisé. Un peu de whisky, propose monsieur Blanc. Rien de mieux contre le froid. Il prend une bouteille, le liquide est ambré. Il sert de verre. Les deux amis trinquent. Ils boivent une gorgée. La couleur revient sur les joues de Thomas. Ses muscles se détendent. Ils se mettent à parler. Ils parlent des Indes, ils parlent de la grande chaleur, ils parlent des pluies de mousson, ils parlent des villes pleines de monde, ils parlent des jungles silencieuses, ils racontent des marchands et leurs tissus colorés, ils racontent des éléphants majestueux, ils racontent des temples anciens dans la végétation. La famille écoute. Elle est captivée. Pour eux, la vie est simple. Ces récits ouvrent une fenêtre. Ils montrent un monde d'aventure et de mystère. La famille oublie la tempête. Elle oublie la modestie de la maison. Chapitre 2. Le souffle du destin. La soirée avance. La bouteille est presque vide. Les joues des deux hommes sont rouges. La chaleur du feu est douce. Thomas finit une histoire. C'est une histoire de tigre, au bord d'un fleuve. Le feu crépite. Le silence revient. Monsieur Blanc a les yeux brillants. Il se tourne vers sa famille. Thomas a servi 21 ans aux Indes, dit-il. C'est un pays fascinant. Henri rêve. J'aimerais y aller un jour, dit-il. Je veux voir tout cela de mes propres yeux. Oh, Henri, dit sa mère. Son visage s'assombrit. Elle a peur. Elle ne veut pas perdre son fils. Moi aussi, j'ai rêvé de partir, avoue monsieur Blanc. Il est nostalgique. Non, coupe Thomas. Sa voix devient grave. Elle perd sa chaleur. Vous êtes mieux ici. Monsieur Blanc est surpris, mais il continue. Tes histoires sont si fortes. Tout à l'heure, tu as parlé d'une patte de singe. Qu'est-ce que c'est ? Le visage de Thomas se ferme. La réaction est nette. Rien, dit-il trop vite. Il évite leur regard. Ce n'est pas important, juste une vieille croyance. Une patte de singe ? Répète madame Blanc. Elle est intriguée. Racontez-nous, s'il vous plaît, dit Henri. Il sourit. Il croit entendre une nouvelle histoire. Thomas saisit son verre. Il veut boire. Il repose le verre. Il hésite. Son visage est grave. Il souffre. Il lutte avec lui-même. Lentement, il met la main dans la poche de son manteau. La famille le regarde. Elle est silencieuse. La curiosité grandit. L'air devient lourd. « Qu'est-ce que c'est » demande madame Blanc. Elle ne peut plus attendre. « Une babiole sans valeur » murmure Thomas. Mais sa main dit le contraire. Il sort sa main. Son poing est fermé. Tous les regards sont fixés. Il ouvre la paume. Il y a un petit objet. Il est sec. Il est brun. On dirait une main minuscule, ratatinée, avec des doigts crochus. Madame Blanc recule d'un pas. Elle a peur. Elle est dégoûtée. Henri se penche. Il est fasciné. Il prend l'objet. Il l'examine attentivement, avec un sérieux presque scientifique. « Qu'est-ce que c'est » demande monsieur Blanc. Il ne comprend pas. « Regarde bien » dit Thomas. « C'est une patte de singe. » Henri rit. Son rire est nerveux. « Une patte de singe ? Pourquoi la garder dans votre poche ? C'est un porte-bonheur » Le vieux soldat est sérieux. Il ne sourit pas. « C'est plus que ça, dit-il.
Cette pâte est magique. Henri rit encore, mais son rire est faible. Magique? Vraiment? Ne ris pas, dit Thomas. Sa voix est ferme. Elle a une autorité triste. Tu es jeune. Moi, je suis vieux. Aux Indes, j'ai vu des choses étranges. Cette pâte a un pouvoir. Elle exauce 3 vœux. 3 vœux pour 3 personnes différentes. Formidable! S'écrie Henri. Ses yeux brillent. Non, tonne Thomas. Il frappe son genou de son poing. Ces vœux n'apportent pas le bonheur, mais appellent le malheur. Un vieux sage indien a donné la pâte à un ami à moi. Il voulait nous apprendre qu'on ne tord pas le destin sans payer le prix. Ces mots pèsent lourd. Ils résonnent dans la pièce, comme un avertissement très sérieux. Votre ami a fait ses 3 vœux? Demande Henri. Oui, chuchote Thomas. Son 3e et dernier vœu a été de mourir. Le frisson est général. Monsieur et Madame Blanc se regardent et n'osent plus parler. Est-il mort? Demande Henri. Sa voix tremble. Oui, répond Thomas. Nous l'avons trouvé sans vie le matin et j'ai reçu ses effets. La pâte était dans ses affaires et il m'avait averti la veille encore. Thomas se tait. Il regarde loin. Il pense à ses souvenirs qui ravivent la douleur. Henri insiste. Et ses 2 premiers vœux, qu'a-t-il demandé? Je ne sais pas, dit Thomas. Il a refusé de me le dire et disait que le destin s'était montré cruel. Le silence revient, seul le feu grésille doucement comme pour accompagner leurs pensées. Henri pose une autre question. Et vous? Avez-vous utilisé la pâte? Le visage de Thomas se brise. Une vieille douleur remonte comme une vague qui submerge tout. Oui, dit-il d'une voix rauque. J'étais jeune et j'aimais le luxe, l'argent et les belles choses. J'ai souhaité de l'argent, et l'argent est venu. Puis le malheur a frappé. Il s'arrête. Il lutte contre l'émotion qui serre sa gorge et brouille ses yeux. Puis il dit « Ma femme et mon fils sont morts dans un accident de voiture. Sans eux, l'argent ne valait plus rien. J'ai souhaité tout perdre, mais trop tard. » La famille Blanc a l'horreur au visage, car l'aveu est plus effrayant que le fantastique. Monsieur Blanc veut chasser l'angoisse qui écrase leur cœur. Alors, pourquoi garder la pâte? Tu n'en veux plus? Donne-la, dit-il doucement. Donner? S'écrie Thomas. Elle est maudite, et je ne peux pas imposer cette charge à un ami. Donne-la moi, dit Jacques, avec une bravoure qui sonne un peu faux. Peut-être que pour moi, il ne se passera rien de mauvais, qui sait? Non, crie le soldat en se redressant à moitié, le visage contracté par la peur. Tu es mon ami, et je refuse d'être l'auteur de ton malheur. Il regarde Jacques, le regard plein de prière et d'impuissance sincère. Puis il se rassoit, vaincu par la curiosité qu'il sent monter dans la pièce. Il dit « Personne ne peut te la donner, mais tu peux la prendre. Si tu l'acceptes, la responsabilité est tienne, et je t'aurais prévenu. » Le vieux monsieur Blanc n'écoute pas vraiment car son désir est plus fort que l'alerte. Il tend la main et prend la pâte, qui paraît légère et étonnamment froide. « Que dois-je faire ?» demande Jacques, l'objet posé au creux de sa paume. « Vas-y, père, fais un vœu, quelque chose de simple pour voir. » Le soldat ne répond pas, et Jacques répète sa question avec impatience. Le vieux soldat lève un regard las. Main droite, vœu à voix haute et prudence. Choisis très bien tes mots, car le destin comprend parfois de travers. Oui, oui, on connaît l'avertissement, plaisante Henri, en voulant alléger l'atmosphère. À ce moment, Madame Blanc se lève, car la tension la fatigue et la gêne. Je vais préparer le dîner pour se rendre utile et se calmer. Jacques sourit, puis se tourne vers Henri. On souhaite quoi? De l'argent? Depuis la cuisine, Hélène répond en riant. Demain m'aiderait bien. Très bien, dit Jacques en serrant la pâte dans sa main droite, concentré. Tout le monde retient son souffle pendant qu'il ferme les yeux pour parler. Ne fais pas ça,
hurle Thomas, le visage déformé par une peur soudaine. Henri et Hélène sursautent, et Jacques remet la patte dans sa poche, glacée. Le charme est rompu pour l'instant, mais la tension reste dans la pièce. Ils passent à table, et Thomas raconte encore pour chasser l'ombre présente. La famille écoute, pose des questions, et tente d'oublier l'objet dans la poche. Chapitre 3. Le premier vœu. Il est presque minuit, et la maison se calme après les histoires du soldat. Thomas est parti, emportant avec lui les restes d'un passé lourd et tragique. La famille reste près du feu qui s'éteint, et le salon paraît plus grand. Des histoires fascinantes, dit Jacques, pour rompre le silence pesant. Oui, mais certaines sont de la fantaisie, comme la pâte, dit Henri. Oh, Henri, soupire sa mère, fatiguée par la soirée et par l'émotion. Je ne sais pas, murmure Jacques. Le monde a encore bien des mystères. Hélène le regarde sévèrement. As-tu payé cette chose ? Nous sommes modestes. Un peu, avoue Jacques. Il ne voulait pas. Il m'a même découragé. Trop tard, rit Henri. Elle est à nous, alors faisons un vœu d'argent. 30 000 livres, ajoute-t-il enthousiaste, et la maison sera payée. Jacques veut montrer qu'il n'a pas peur et sort la patte pour la tenir fort. Très bien, 30 000 livres, dit-il avec sérieux presque cérémoniel. Il serre l'objet et ressent un picotement si léger qu'il doute de lui-même. Je souhaite 30 000 livres, prononce-t-il avec lenteur et intention. Il pousse un cri et lâche la patte, persuadé d'avoir senti des doigts bouger. « Elle a remué, dit-il. Ses doigts se sont tordus, je l'ai clairement senti. » Il fixe l'objet tombé au sol, qui gît immobile et sinistre, sans un frémissement. Rien ne se passe, et le mélange de déception et de peur pèse sur la pièce. « Allons dormir, dit Hélène, en frissonnant. Cette comédie suffit pour ce soir. » Jacques reste seul un moment, la bougie s'éteint, et l'obscurité l'enveloppe. Il croit voir un visage à la fenêtre, regarde encore, mais il n'y a rien du tout. La peur lui serre la poitrine. Il sort lentement et quitte la pièce silencieuse. Chapitre 4. Le prix du destin. Le matin arrive, et la lumière adoucit les contours familiers du salon. La pâte est sur la table, ignorée par tous comme un objet ordinaire. Au petit déjeuner, Henri plaisante. « Le facteur apportera l'argent, père. » Il rit et ajoute « N'oublie pas ma part », ce qui arrache un demi-sourire. Il enfile sa veste, part pour May et Mégane, et marche vite dans la rue. Hélène le suit du regard, avec un serrement au cœur et un doute sourd. La matinée passe dans un silence qui semble plus lourd que d'habitude. Jacques feuillette un livre sans réussir à lire, car ses pensées s'égarent. On frappe à la porte et l'écho traverse la maison comme une onde froide. Hélène sursaute. Jacques se lève et va ouvrir, l'estomac serré d'angoisse. Un homme bien habillé, grand et grave, se tient sur le seuil, discret et pâle. « Je viens de May et Mégane, dit-il doucement. Puis-je entrer, s'il vous plaît ?» Ils le font asseoir au salon, où il garde le silence quelques secondes encore. Hélène tremble, Jacques n'ose pas respirer, et l'homme cherche ses mots. « Je suis désolé, dit-il enfin. Il y a eu un accident aux machines, c'est terrible. » Il avale sa salive, baisse la tête et ajoute « Votre fils, Henri, est mort. » Le temps arrête. Hélène porte la main à sa bouche
et reste sans voix. Jacques devient livide. Il fixe le feu éteint sans comprendre ce qu'il entend. L'homme explique. La machine l'a happé. Les ouvriers ont crié et couru. Ils ont essayé de l'aider, mais c'était trop tard. Je suis tellement désolé. Le grand silence tombe, l'horloge bat, et chaque seconde pèse de tout son poids. « Pouvons-nous le voir ?» demande Hélène, d'une voix cassée et presque inaudible. L'homme répond « Je déconseille de le voir, c'est trop dur, ne le faites pas. » Il se lève, sort une enveloppe et la tend à Jacques avec un geste mesuré. « La société veut vous aider, c'est une indemnité pour le drame. » Jacques ne la prend pas tout de suite, il murmure seulement « Combien ?» « 30 000 livres, répond l'âme, et le chiffre résonne comme un glas. Le vœu a été exaucé, mais le prix est monstrueux et la douleur infinie. Hélène s'effondre, Jacques pose l'enveloppe et ferme les yeux très longtemps. L'homme s'excuse encore et s'en va, laissant derrière lui une pièce glacée. La pluie a cessé, mais le silence qui reste semble plus lourd que l'orage. Chapitre 5. L'appel des ténèbres. Les jours passent et la semaine s'étire en une douleur lente et constante. Le 12, rue du Château, est devenu une maison de deuil et de souvenirs. Ils sont allés au cimetière, ont dit adieu, puis sont revenus s'asseoir. Chaque objet rappelle Henri. La chaise près du feu, la tasse, le manteau. Le soir, Hélène ne dort pas. Elle marche jusqu'à la fenêtre et regarde. La rue est vide, le ciel est noir, le vent souffle faiblement et sans but. Elle reste longtemps à la fenêtre, les mains serrées, les larmes au bord. Elle pense simplement « Reviens » et elle chuchote doucement « Reviens ». « Reviens au lit, dit Jacques, tu vas prendre froid, viens te reposer. » « Il fait plus froid pour lui, » répond-elle, « là-bas au cimetière, tu sais. » Jacques finit par s'endormir, car il est vieux et fatigué par le chagrin. La nuit avance jusqu'au cri qui réveille tout, brutal et perçant. « La pâte !» Hélène est au pied du lit, elle tremble d'excitation, les yeux agrandis. « Où est-elle ? Donne-la-moi, dit-elle. Et Jacques répond « En bas !» « Il nous reste 2 vœux. Nous allons demander son retour. Il reviendra. » Jacques blêmit. « Non, tu es folle. Réfléchis, la machine, son corps et tout. »« C'est mon fils, » crie Hélène. « Je n'ai pas peur. Va la chercher, vite !» Jacques hésite, puis obéit, descend au salon sombre et cherche à tâtons. La pâte est sur la table, il s'arrête, ses doigts tremblent de dégoût. Il voudrait la jeter au feu, mais l'amour pour Hélène est plus fort que lui. Il la prend et remonte où Hélène l'attend en tendant les mains vers lui. « Fais le vœu, dit-elle. Et Jacques répond « Je ne peux pas, mais cède. » Il lève la pâte et, très lentement, prononce chaque mot avec gravité. « Je souhaite que mon fils Henri revienne vers nous, » dit-il enfin. Ils se figent, écoutent et attendent. Mais rien ne vient et tout se tait. Jacques respire et murmure « Dieu merci ». Puis il se recouche, sans dormir. Ils ne bougent pas et leurs yeux restent ouverts dans l'obscurité pesante. Chapitre 6. Le dernier souffle. Un bruit léger se fait entendre.
comme un grattement contre la porte. On croit rêver, puis on l'entend de nouveau, régulier et insistant. Jacques se lève, prend une bougie, ouvre la porte et écoute encore. Le bruit vient d'en bas, de la porte d'entrée, et se répète, obstiné. Il descend de marche, le bruit cesse, il attend, puis reprend plus fort. Le grattement devient un raclement, lourd et lent, comme quelque chose qui frotte. La cire coule sur ses doigts, la flamme vacille et son cœur bat très fort. Il remonte, ferme la porte de la chambre et pousse le verrou, blême. « Qu'est-ce que c'est » crie Hélène, et il répond « Le vent » d'une voix vide. Le bruit revient, plus insistant, comme une présence qui refuse de partir. Les yeux d'Hélène s'illuminent. « C'est Henri, il est là, je vais ouvrir !» Elle court vers la porte. Jacques la retient. « Souviens-toi de la machine. »« C'est mon fils, lâche-moi !» crie-t-elle, et elle se libère avec force. Elle dévale l'escalier en criant « J'arrive, Henri !» folle d'espoir et de peur. Jacques la suit, supplie d'arrêter, mais elle atteint déjà le loquet. En bas, la clenche bouge, la porte gémit et le vent s'engouffre dans l'entrée. Une image atroce traverse l'esprit de Jacques, une forme mutilée et brisée. Il pense à la pâte, au troisième vœu, à ce qu'il faut dire pour sauver Hélène. Il remonte à toute vitesse, se jette dans la chambre et cherche à tâtons. Il trouve la pâte sur la table, la serre et ferme les yeux sans hésiter. En bas, la porte s'ouvre, la pluie entre et Hélène crie « Attends, Henri !» Au même instant, Jacques dit son dernier vœu, d'une voix sèche et désespérée. Le cri qui répond n'est pas de joie, c'est un hurlement de terreur, très long. Puis le silence tombe d'un seul coup, plus lourd que la nuit et la pluie. Jacques descend, Hélène est au sol, évanouie, et la porte bat dans le vent. La rue est vide, la nuit est froide, et il n'y a absolument personne. Chapitre 7. Le silence retrouvé. Le vent souffle dans le couloir et la pluie mouille le seuil de la maison. Jacques porte Hélène dans ses bras, monte les marches en s'arrêtant parfois. Il la dépose sur le lit, ferme la porte à clé et reste assis, silencieux. L'aube arrive, le ciel devient gris et la chambre reprend des couleurs pâles. Hélène gémit, ouvre les yeux, se souvient, puis se met à pleurer doucement. « Il n'était pas là, n'est-ce pas ?» demande-t-elle d'une voix qui se brise. « Il n'y avait personne, » répond Jacques, très doucement, sans en dire plus. Elle ferme les yeux, les larmes coulent, et elle chuchote « N'en parlons plus. » « Je te le jure, » dit Jacques, et le jour s'installe, froid et sans éclat. Jacques descend et ferme la porte d'entrée qui bat encore, fatiguée et lourde. La rue est normale, paisible et indifférente, comme si rien ne s'était passé. Il voit la pâte au sol près de la table, la ramasse et la regarde s'ensiller. Il va à la cheminée, réveille les braises et jette l'objet au cœur du feu. La pâte noircit, se recroqueville et prend feu, en dégageant une odeur âcre. La flamme baisse, puis s'éteint, et il ne reste qu'un petit tas de cendres. « C'est fini », murmure-t-il, mais il sait que l'ombre reste malgré le feu. Épilogue. Les cicatrices du passé.
Les semaines passent lentement, lourdes et longues, avec des jours sans couleur. La vie reprend un peu, mais autrement, comme un vêtement recousu de partout. Ils parlent peu, et leurs silences contiennent autant d'amour que de chagrin. Ils ne parlent plus de Thomas, ni de l'Inde, ni de la pâte. C'est terminé. Le soir, Jacques regarde le feu et revoit la flamme manger l'objet maudit. Il frissonne et comprend la leçon. Ne pas forcer le destin qui demande son prix. La nuit, un bruit réveille parfois Hélène, qui cherche les yeux de Jacques. Elle y trouve du courage, car ils ont frôlé l'abîme et sont revenus ensemble. Ils restent aux 12 rues du château, où ils ont connu la joie et la douleur. Ils vivent simplement, avancent doucement et gardent une paix fragile. La pâte a disparu, mais son ombre plane, rappelant que certains vœux blessent. Le destin exige toujours son dû, et l'amour survit, discret, dans le silence.